Alors, avant de lire les questions que Bérénice a à la main, je vais quand même vous lire un petit extrait de l'ouvrage qui va vraiment vous intéresser énormément. Chers auditeurs, vous ne regardez pas suffisamment les émissions du président Zelensky et ses sketchs, parce que voilà un scénario que notre ami Vincent Pavant a décrit dans son ouvrage. Dans une de ses productions, Zelensky met en scène un supermarché. Il incarne l'un des personnages de la situation. Trois hommes s'introduisent dans la grande surface, d'abord discrètement. Puis ils commencent à se déshabiller, enlèvent leur haut et se promènent dans les rayons. Des jeunes filles échangent des rires complices et observent avec envie les plus mignons qui en déambulent crânement. Puis tombent les pantalons et c'est l'exhibition sexuelle qui s'impose à tous. Zelensky, totalement nu, percute une vendeuse. Toutes les saucisses qu'elle transporte se libèrent soudain de la cagette qui les contient et se répandent en gros plans sur le sol. Pendant ce temps, son comparse passe devant le rayon d'Inde charcuterie. Il embrasse l'orifice des volailles qui semblent s'agiter compulsivement à son arrivée, tout en reluquant lubriquement les saucisses. Puis le trio s'engage au milieu des clients. Chacun des trois hommes déshabille les femmes qu'ils côtoient, qui font mine de résister à l'outrage qu'on leur impose, avant de se dégager d'elles-mêmes des vêtements qu'elles portent et offrir à leur tour la nudité en partage. Petit à petit, tous les clients jettent leurs vêtements et avancent nus dans une sorte de progression chorégraphiée, où la synchronisation des mouvements évoque la complicité des esprits et des désirs. Seul un individu au physique peu avantageux, couvert d'une chapka aux longues oreilles, pantalon de clown, écharpe nouée autour du cou, le tout dans un mélange agressif de couleurs criardes, essaye de résister. On moque son style, sa tenue, il devient l'intrus. Les images s'enchaînent, les œufs, les bananes et les bouteilles de mousseux font éjaculer la liqueur blanche. Finalement, les trois comparses se retirent du supermarché. Tout le monde est maintenant nu sans complexe, rendu pour son plus grand plaisir à la liberté de s'être enfin débarrassé des carcans de l'hypocrisie en costume, qui empêche la vue de jouir directement de l'excitation du corps dévêtu de l'autre. Les trois hommes s'emparent d'un engin de transport et lèvent les bras triomphants, le poing fermé, qui tournoie dans les airs. Le char de la victoire démarre et la célébration peut commencer. Ils ont conquis les terres réfractaires à l'orgie sadienne. Alors voilà les films que produit le président Zelensky. Eh ben, c'est incroyable. Voilà. Je pensais pas que ça existait, ces trucs-là. Oui, Mais oui, c'est typique de la volonté de réduire l'homme à un simple animal sexuel. Complètement, et c'est Voilà. exactement ce que dit Sade dans la philosophie dans le boudoir. Il faut réduire l'homme à un animal sexuel et il faut que l'État, en fait, gère cette intimité normalement de l'individu, mais qu'il le gère de manière panoptique. Ouais, voilà, exactement. Alors, Alain Escada, vous vouliez parler tout à l'heure, on vous a interrompu malheureusement. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je pense que le scénario de Zelensky ne va pas vous laisser indifférent. C'est quand même Je pense que ça traduit bien, c'est dans la logique de ce qui avait été exprimé quelques minutes auparavant, c'est cette liberté totale pour la sexualité à voilà. partir du moment où elle est ou déviante ou violente. Les Ouais. deux pouvant aller évidemment de pair. Et je voulais rappeler un fait peut-être trop oublié, c'est qu'il y a quelques années, le dit philosophe Raphaël Enthoven avait justement adapté Sade dans le cadre d'un spectacle. Il avait organisé une tournée pour ce spectacle d'adaptation des œuvres du marquis de Sade, et il était notamment venu en Belgique pour également diffuser ce spectacle assez abominable. Et je me souviens d'un entretien qu'il avait accordé au quotidien belge Le Soir, dans lequel il expliquait que la liberté totale, lorsqu'on la pousse justement à son stade le plus ultime, doit permettre le viol. Ça doit être l'une des libertés parmi d'autres de l'individu de violer la personne vis-à-vis de laquelle il a une pulsion. Et on est bien donc dans cet aboutissement extrême au nom de la liberté, puisque au départ, c'est toujours une campagne pour un libertarisme, c'est parce que nous vivrions dans une société rétrograde sur base d'une construction catholique dont il faudrait s'affranchir, qu'il faudrait ensuite
faire un saut dans l'absolu libertarien qui mène au bout à une sexualité violente, et donc y compris au crime sexuel, au viol. Et je mets ça aussi en rapport avec un phénomène qui, me semble-t-il, prend de plus en plus malheureusement de développement, c'est la pédocriminalité. Et je pense que c'est un des stades ultimes, c'est un aboutissement extrême de cette logique du tout à la liberté de l'individu qui du coup a le droit, dans cette conception-là, de s'emparer de n'importe quel autre être humain contre sa volonté, y compris l'être le plus faible, donc y compris l'enfant. Ou le vieillard, comme le montre Vincent Pavant, qu'on pourra tuer au moyen du Rivotril. Voilà, parce que en fait, Vincent Pavant nous le dit bien, page 64, le problème n'est pas que la sexualité soit un espace de liberté, le problème c'est qu'en pratique c'est devenu le seul espace de liberté que l'on puisse revendiquer, et encore vous n'êtes libre qu'à condition de vous soumettre au code qui constitue le nouveau boudoir sociétal, à savoir la revendication d'une sexualité panoptique, ouverte, tendant à l'obscénité, c'est-à-dire à la revendication publique de votre intimité sexuelle. C'est ainsi que Trudeau aime à s'afficher librement avec les LGBT et que, en revanche, en matière de vaccination, de protection de la personne, de dignité de la personne, alors là, il n'y a plus aucune liberté. Plus aucune liberté. Non, et d'autant plus que je fais le parallèle dans le livre entre l'injection forcée du vaccin et le viol, en fait. C'est très clairement dans la symbolique, effectivement, on vous injecte quelque chose que vous ne voulez pas, et c'est peut-être une des raisons, je pense, dans l'ensemble pour lesquelles, contre la vaccination forcée, disons, c'est beaucoup de femmes quand même qui ont résisté, justement parce que elles étaient plus éduquées au consentement. Et beaucoup, en fait, ont vécu ça vraiment comme un viol, et ça a été très très dur quand elles ont dû se soumettre pour des raisons professionnelles, notamment chez les personnels soignants, dans lesquels il y avait quand même beaucoup de femmes. Ça a été très dur parce que pour moi, il y a une symbolique évidente là-dedans, et effectivement, c'est un viol qu'on vous impose d'abord de manière symbolique, imagée, avant effectivement d'aller vers le viol, tout simplement. C'est effectivement, ce qui est très curieux aussi, c'est de voir, parce que vous avez été victime d'ailleurs administrativement et professionnellement de votre esprit de résistance, que je salue au passage. Mais ce qui est extrêmement curieux, c'est de voir comme cette espèce de folie collective qu'on appelait la coronafolie prend fin soudainement en février 2022, lorsqu'il y a l'invasion de l'Ukraine par les armées russes. Et un de nos amis médecins a dit on devrait donner à Monsieur Poutine le prix Nobel de médecine parce qu'en une semaine il a fait disparaître le coronavirus des écrans. mais c'est très très curieux cette espèce de conversion soudaine. Alors oui, Alain. Oui. Peut-être d'ailleurs y a-t-il un autre élément à souligner. C'est amusant de voir que les experts de plateau qui, quelques jours auparavant, étaient des experts en questions médicales et sanitaires, sont instantanément devenus des experts en questions militaires et géopolitiques. Oui, tout à fait. Alors, on a beaucoup de questions. Ce sont les mêmes qui se sont transformés d'un seul coup en donneurs de leçons sur le conflit ukraino-russe. Ce qui voudrait dire que si la guerre se termine au printemps, ce qui est possible avec une victoire des armées russes, il est tout à fait possible que par un choc en retour, la coronafolie revienne. C'est tout à fait possible. Ça serait bien dans la logique, dans la théorie de Mathieu Bocoté qui dit la pensée progressiste n'est pas une pensée rationnelle, c'est une force incontrôlable. Alors, des questions d'auditeurs maintenant. Alors, on a une remarque d'un auditeur qui nous dit, et si on laissait parler Vincent Pavant qui est venu de si loin. Oui, bien sûr qu'on va le laisser parler. J'ai beaucoup parlé et il y a d'autres invités qui ont des choses extrêmement intéressantes à dire. Alors, juste pour revenir sur l'Ukraine, effectivement, le passage du coronavirus à l'Ukraine est très intéressant, je trouve. Mais pour ma part, je le dis effectivement à la question de la sexualité transgressive. Donc, comme on disait tout à l'heure, chez Sade, en fait, le fait de considérer l'autre comme un objet sexuel et de ne vivre que pour soi finit par conduire au crime. Et je dis ce que j'ai appelé la société des amis du crime, en fait, que j'ai nommé. La société des amis du crime, c'est pas mal, ça. Oui, la société, parce que c'est dans Sade, justement, en fait, alors pas dans la philosophie dans le pouvoir, mais dans un autre livre, Justine ou les malheurs de la vertu.
en fait, où on explique que on fait des orgies sexuelles et puis après on finit par tuer des gens. En fait, c'est un peu ça. Et donc c'est la Société des Amis du Crime, parce que comme je le disais, il y a cette connexion très forte entre la sexualité purement ontogénétique et le meurtre de l'autre finalement. Et donc il y a 4 personnages assez investis politiquement dans la guerre en Ukraine, que sont Biden, évidemment, Zelensky, Trudeau et Macron, qui sont 4 personnages fondamentaux, et que je décris tous dans le bouquin comme ayant une sexualité transgressive, c'est-à-dire tabouique. C'est-à-dire, donc chez Biden, on sait que c'est la pédocriminalité, en fait, c'est les fameux Twitter files, et donc avec le FBI qui intervient pour étouffer l'affaire, et Elon Musk derrière qui, effectivement, reprend Twitter pour voir que c'est effectivement un vrai problème. On sait que la fille d'Ashley Biden, la fille de Biden, donc Ashley Biden, en fait, a tenu un journal intime, en fait, qu'elle a égaré, acte manqué s'il en est, et dans lequel elle explique qu'elle prenait des douches inappropriées avec son père et que vraisemblablement son père aurait pu abuser d'elle un peu avant. On sait que Hunter Biden a des problèmes de pédocriminalité et que Joe Biden lui-même, quand on le voit sur les vidéos qu'on prend de lui, en fait, touche, voire à touche, en fait, des jeunes filles mineures à longueur, effectivement, d'événements. Alors, chez Macron, c'est en fait ce qu'on appelle l'incestuel, c'est-à-dire la symbolisation de l'inceste par sa relation avec Brigitte, qui a vraisemblablement d'abord été pédophilique, puisque en fait on parle de 13-14 ans, leur premier rapport sexuel sous la houlette d'ailleurs de la grand-mère Manette. Et puis donc chez Justin Trudeau, c'est le LGBTQ+, donc c'est le premier à avoir fait flotter le drapeau LGBTQ+, en fait, sur le Parlement canadien, et le premier à avoir travaillé sur un genre neutre, en fait, dans l'administration canadienne. Et puis bon, Zelensky, qu'on a déjà décrit avec effectivement cet exhibitionnisme compulsif. Et en fait, ces 4 personnages se retrouvent, j'allais dire, comme des amis qui s'entendent très bien pour faire la guerre en Ukraine qui est une guerre, alors évidemment géopolitique, donc l'OTAN met ses canons sur la Russie, mais culturelle, justement, c'est ça qui est très important pour moi, elle est complètement culturelle parce que depuis très longtemps, l'Ukraine est un laboratoire assez ouvert justement du corps matérialisé, du corps désacralisé et de la marchandisation. Et vous avez tout en Ukraine et depuis très longtemps, et on le sait, vous avez la GPA, vous avez le trafic des femmes, vous avez le trafic des enfants, vous avez le trafic des organes et tout ça effectivement. Et c'est par hasard si Zelensky soutient les Femmes qui soutiennent également Zelensky, parce que ce que je dis, c'est qu'au fond, les Femmes ne libèrent pas du tout la femme. Au contraire, elles l'emprisonnent dans la seule liberté qu'elles autorisent aux femmes, c'est la liberté sexuelle. Oui, et surtout de ne pas avoir d'enfants. C'est-à-dire, vous ne pouvez vous réaliser en tant que femme chez les femmes seulement si vous n'avez pas d'enfants. Et ça, c'est effectivement, il y a un prosélytisme sur l'avortement. En fait, c'est pas juste la défense de l'avortement, c'est un prosélytisme sur l'avortement. Et donc, ce qui permet d'ailleurs de faire en sorte de l'avortement. Évidemment, effectivement, ce qui permet de faire en sorte que les Occidentaux qui du coup ne feront plus d'enfants parce qu'ils veulent une sexualité, etc., iront les faire en Ukraine où la GPA, bien sûr, est parfaitement autorisé. Donc en fait, derrière la guerre en Ukraine, je pense qu'il y a le soutien à un pays qui est allé très loin déjà, justement, dans la marchandisation du corps et dans la matérialisation du corps, en évinçant toute forme de spiritualité. Raison pour laquelle, je pense, en contrepartie, Poutine s'est rapproché de l'Église orthodoxe, qui a très bien dit que l'Occident était dans une crise métaphysique très profonde, dans une crise spirituelle profonde, ce que je crois vrai, effectivement, et c'est pour ça que l'enjeu en Ukraine est si important, et où manifestement les intentions sont pas justes. Je rappelle également, puisqu'on a reçu au Conseil scientifique indépendant il n'y a pas très longtemps Franco Fracassi, qui est un journaliste italien, qui a bien montré que l'Ukraine était l'endroit où il y avait le plus de biolabs, en fait, qui avaient été installés, et où il y avait un problème d'ailleurs de rapatriement de ces biolabs, vraisemblablement, comme vous l'avez dit, pour la défaite de l'Ukraine dans la guerre contre la Russie, et pour le coup pour essayer de les ramener en Italie. Mais l'Ukraine, c'est un enjeu qui est profondément culturel et géostratégique à la fois, et économique, c'est certain. Alors, d'autres questions? Alors, on a justement un auditeur qui nous dit « Merci de cette intervention qui déplace bien l'épicentre de nos mots actuels là où il se situe depuis plus de 2 siècles. En effet, le problème n'est pas droite-gauche, les deux étant dans la République, ou civilisationnel judéo-chrétien versus islam, mais d'abord chouan contre les républicains. Le progrès contre la tradition. Chacun d'entre nous se découvre chouan quand il commence à dire ce qu'il pense et quand il découvre que les républicains veulent que notre sang abreuve les fameux sillons. » Alors, ce qu'il faut bien dire, c'est que nous ne sommes pas du tout contre le progrès.
les traditionalistes et les conservateurs ne sont absolument pas contre le progrès, ils sont contre l'idée que tout progrès serait bon en lui-même. Parce qu'il y a certains progrès qui aboutissent à ce qu'on appelle le syndrome de l'apprenti sorcier. Et nous avons une phrase de Francis Bacon qui dit « Pour commander à la nature, il faut obéir à ses lois ». Moi, j'ai rien contre le fait de devenir immortel. Je suis très très content de vivre 1000 ans. Simplement, si on décide de vivre 1000 ans, eh ben, il faut que l'humanité s'adapte, de même qu'elle a pu s'adapter au fait de voler, d'avoir l'informatique, de vaincre les maladies, pourquoi pas. Mais un progrès technique aura toujours un prix à payer. Et c'est ça que les gens de gauche ne veulent pas voir. Il y aura toujours un prix à payer. Pour commander à la nature, il faut obéir à ses lois. Parce que la nature dont nous parle Sade, elle a des lois très strictes. Sade croit naïvement qu'il suffit de se débaucher pour être conforme à la nature. C'est pas vrai du tout. Dans la nature, la sexualité est extrêmement réglée. Les animaux ont très peu de liberté sexuelle. Il n'y a pas de retour à la nature du tout. Parce que la nature de l'homme, c'est sa culture. Donc il a tout faux. Complètement. Mais là, c'est quelque chose que les gens de gauche perdent de vue, parce que, comme l'a vu Mathieu Bocoté, c'est un mouvement irrationnel. Il faut satisfaire ce mouvement, quoi qu'il en coûte. Alors que nous, on dit, attendez, il y a une volonté de progrès indiscutable, tout le monde veut vivre plus vieux, on veut vivre des siècles et des siècles, très bien, mais attention, quel va être le prix à payer ? C'est ça qu'il faut savoir. Le conservateur, en réalité, n'est pas quelqu'un qui est réactionnaire ou passéiste. C'est quelqu'un qui dit il faut utiliser ce qui est bon dans le passé pour construire un avenir décent et un avenir qui soit un vrai pas en avant. Mais pas la destruction de l'humanité, ce qui risque d'arriver avec les élucubrations de Stade, Zelensky, Madame Schiappa. C'est la destruction de la civilisation, donc de l'humanité civilisée, en fait, qui risque de se produire. Oui, Alain Escada. Juste insister, vous disiez, vous accepteriez volontiers de vivre 1000 ans, mais pour vivre 1000 ans, ça voudrait dire ne plus être humain, évidemment. Et donc, oui. C'est l'enjeu du débat. Veut-on être un être humain tel que, pour les catholiques, tel que Dieu nous a créés, ou veut-on, pour un mythe, s'affranchir de notre humanité, puisque pour vivre plus longtemps que ce que nous vivons à l'heure actuelle, il faudrait nécessairement être ce qu'on appelle un homme augmenté, et qui dit un homme augmenté dit un homme de plus en plus machine, et lié à une forme d'intelligence artificielle, à une forme numérique. Ça veut dire aussi sous le contrôle de haute technologie, en tout cas. Exactement. Absolument. Alors ça, c'est un débat très intéressant. Mais cela dit, attention, immortel ne veut pas dire éternel. Immortel, on peut ne plus mourir biologiquement, mais l'éternité n'appartient qu'à Dieu, parce que même si on ne meurt plus biologiquement, au bout d'1 milliard d'années, on sera plus grand-chose. Ça, il faut pas se faire d'illusions. On n'aura jamais l'éternité. On peut avoir une certaine forme d'immortalité, parce que déjà notre vie a considérablement progressé. Au début, on mourait, l'espérance de vie de nos ancêtres, elle était très faible. Maintenant, l'espérance de vie allonge, et elle allongera encore probablement, mais ça sera jamais l'éternité. Ça sera une certaine forme de prolongation. Alors après, est-ce qu'on restera encore en hommes? Alors ça, ce sont des débats philosophiques très intéressants. Il faudrait que Civitas organise un colloque là-dessus. Volontiers. D'autres questions encore? Alors, un auditeur nous dit vous semblez découvrir que la franc-maçonnerie est intrinsèquement perverse. Pour avoir milité activement il y a 3 lustres au sein de la fameuse liste chrétienne, émanation à 3 scrutins électoraux, cantonal, régional et européenne du parti Solidarité, Liberté, Justice et Paix, fondé avec feu mon ami Axel de Boer, j'ai été traité de fou par ma hiérarchie de l'éducation nationale et maltraité comme tel par un internement psychiatrique à la demande de l'État. Ma carrière d'instituteur normalien brutalement torpillée avec avancement stoppé et une mise à la retraite anticipée
avec une décote de 25%. Ah, quand même. Tout cela se passe en France, pas chez Kim Jong-un. Ah, ouais. Bonne fin d'émission et excellente soirée. Oui, alors je vais revenir effectivement sur la technique et la gauche technophile, en fait, qui est effectivement un héritage quelque part du communisme, du marxisme, en fait. Et on a cité, je crois, Olivier Rey tout à l'heure, qui est un philosophe que j'aime beaucoup, en fait, et je me permets de faire du coup la pub de son bouquin, qui est L'heures et malheurs du transhumanisme, en fait. Où il cite en 2012 une mission de Jean-Luc Mélenchon, dans laquelle, en fait, en 2 minutes 30, Jean-Luc Mélenchon, en 2012, à l'époque où le transhumanisme n'est pas encore quelque chose à la mode, on va dire, comme il peut l'être aujourd'hui, fait une profession de foi transhumaniste, en réalité. Et donc, il explique que, justement, et pour revenir à ce qui était dit tout à l'heure, en fait, il disait, oui, l'homme, dans toute son histoire, a fini par franchir les limites, en fait. Et donc, il parle du contrôle des naissances par l'avortement, il parle de la conquête de l'espace, qui est justement le thème du cyborg. Et en fait, une des raisons d'être du transhumanisme, c'est de se dire que on va plus vivre sur Terre et qu'on va vivre dans l'espace, mais que pour vivre dans l'espace, il faudra qu'on s'augmente, parce qu'évidemment, l'environnement n'est pas fait pour la vie humaine a priori. Et donc, en 2030, justement, il va faire une profession de foi transhumaniste, qui est extrêmement étonnant, parce que il va citer Condorcet comme étant l'origine justement de l'idée d'une vie quasi éternelle, ce qui est pas complètement faux parce que c'est écrit dans Condorcet, mais Condorcet ne pensait pas du tout comme ça. Immortel plutôt, parce qu'éternel, ça voudrait dire au-delà des siècles, ce qui est pas possible. Oui, et immortel. Immortel, en tout cas, ce que dit Condorcet, c'est grâce à la médecine en particulier, on va pouvoir retarder l'âge de la mort, etc. Bon, alors il dit peut-être que effectivement on va vivre de plus en plus longtemps, mais il dit pas effectivement éternel. Il prononce pas du tout le mot immortel, mais c'est ce que vont reprendre les transhumanistes qui vont essayer de rendre philosophique en fait leur pensée, ce qui n'est en gros pas le cas, mais peu importe. Et donc en fait Mélenchon donc fait en 2 minutes 30 une espèce de profession de foi transhumaniste, et la question que je me suis posée quand j'ai vu ça, quand on peut aller chercher encore, il y a les archives sur YouTube, vous pouvez aller voir cette émission, c'est très intéressant. Je me suis dit d'où ça vient. Et en fait, vraisemblablement que ça venait déjà à la base d'un think tank, et pourquoi pas de la franc-maçonnerie, puisque effectivement, on sait que Jean-Luc Mélenchon est franc-maçon en réalité, et je me suis toujours demandé, il avait été briefé manifestement avant son émission là pour parler justement du transhumanisme qui permettait de repousser les limites. Et effectivement, la question du transhumanisme est exactement celle des limites. En réalité, l'homme devient illimité en tout. Finalement, et c'est ça que lui permet la technologie. Et ces technologies, justement, elle est très de gauche en fait. En réalité, je rappelle par exemple que les premiers à avoir utilisé justement quelque part des outils transhumanistes, c'était les soviétiques dans le dopage sportif. Le dopage sportif était vraiment quelque chose pour créer une espèce de surhomme, tout simplement. Donc ça nous renvoie effectivement même carrément à Nietzsche et au surhomme de Nietzsche en fait. Et les premiers à avoir utilisé la technologie pour augmenter l'être humain, c'était quand même effectivement les blocs de l'Est dans l'espèce de guerre symbolique que constitue le sport, et pour lequel effectivement il y avait besoin d'avoir les hommes les mieux biologiquement en fait. C'est d'ailleurs, on retrouve cette même idée chez les nationaux socialistes. Tout à fait, oui. Avec le surhomme. Avec le surhomme, tout à fait, et avec le fait que pendant la Blitzkrieg, par exemple, il y a eu des amphétamines qui étaient distribuées effectivement aux soldats. D'ailleurs, on attribue à l'armée allemande au succès de l'armée allemande l'utilisation massive de drogue. Tout à fait. Et le transhumanisme, aujourd'hui, est pris au sérieux par l'armée. Effectivement, il y a énormément de rapports qui sont produits par... j'en ai eu un récemment du ministère des Armées donc anglaises, qui disait, oui, on a besoin du transhumanisme, en fait, et eux vont chercher le transhumanisme pour avoir effectivement des surhommes en termes de soldats. Mais je pensais brusquement à quelque chose, c'est une plaisanterie, mais si Alain Escada devenait immortel, la République serait bien embêté quand même. Dieu nous en préserve. Parce que là, il ne pourrait plus du tout s'en débarrasser. Dieu nous préserve de ce genre de vous allez vous y mettre, vous aussi, au transhumanisme. Oh, non. Et après, vous n'aurez plus qu'à vivre dans l'espace, même. Parce qu'il faut vraiment se méfier aussi me semble-t-il, d'une dérive dans certains de nos milieux qui consisterait à penser qu'il peut y avoir un bon et un mauvais transhumanisme, ou qu'il pourrait y avoir un transhumanisme de gauche et un transhumanisme de droite. J'ai déjà entendu des promoteurs du transhumanisme de droite, et je pense que c'est une vraie erreur philosophique et politique que de penser que sans remettre ainsi à la machine et à l'intelligence artificielle peut servir notre cause,
comment servir notre cause à partir du moment où nous n'avons plus le contrôle de nous-mêmes. Évidemment. Alors, il faut prendre les autres. On a beaucoup de questions d'auditeurs. Alors, bonsoir mesdames, messieurs. Il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes le petit reste de la fin des temps face à l'ennemi. Il faut arrêter de les appeler adversaires et les désigner afin de s'en prémunir et de les affronter. Ce qui ne nous dispense jamais de prier pour tout le monde et en particulier pour nos ennemis. L'affrontement est proche, préparons-nous à tout moment. Aux États-Unis, vous avez des camps qui sont en train d'être construits. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, il y a du vrai là-dedans, puisque c'est l'idée de Mathieu Bock-Côté. Il y a une menace totalitaire très importante. Ça, c'est certain. Oui, alors effectivement, la menace totalitaire me paraît évidente. D'ailleurs, ce sera le titre de mon prochain ouvrage. Ah oui, vous allez vous préparer un ouvrage là-dessus, il faut nous en parler un petit peu. Oui, qui va sortir le 25 avril 2024, donc aux éditions Guy Trédaniel, qui s'appelle Le totalitarisme en marche. Ouais. Bah, si on invite Mathieu Bock-Côté et qu'il accepte de venir à Radio Courtoisie, il faudrait que vous veniez vous aussi à ce moment-là. Ah ben avec plaisir, pour parler effectivement de la dérive totalitaire. Dérive totalitaire qui est toujours inscrite justement dans un évolutionnisme. C'est-à-dire que ce qu'avait appelé Hannah Arendt les lois de l'histoire ou les lois de la nature, en fait, qui sont chez les nazis, en fait, le darwinisme, qui devient le darwinisme social, en fait, et qui va conduire à l'élimination des plus faibles, de ceux qui sont pas capables finalement de survivre par eux-mêmes, avec comme effectivement galop d'essai, hélas, ce qu'on appelait le programme T4, c'est-à-dire le fait d'euthanasier les plus faibles ou les gens qui étaient handicapés, etc., au nom du coup qu'ils représentaient sur la société. Et chez les soviétiques, chez les staliniens, c'était effectivement la lutte des classes qui devait conduire à une société sans classe qui était quelque part l'état stable. Et donc toute l'histoire interprétée par Marx est l'histoire de la lutte des classes, depuis les esclaves, les maîtres, jusqu'aux capitalistes et aux prolétaires. Et à la fin, ne peut en subsister qu'un. Et donc on voit très bien qu'on est dans un évolutionnisme. Et ces évolutionnismes, en fait, eh bien, comme vous le disiez tout à l'heure, sont comme étant des lois scientifiques, entre guillemets, du darwinisme et du matérialisme historique, en fait, sont inarrêtables. Elles sont nécessaires. Elles ne résultent pas d'une volonté. Et ça, c'est très important de faire la différence entre la nécessité et la volonté, puisque justement, dans les prières que je disais quand j'étais petit, il y avait quelque chose qui est que ta volonté soit faite. C'est-à-dire que c'était important, c'est de voir que derrière une loi, il doit y avoir une volonté. Elle doit répondre à quelque chose qui peut l'orienter, du coup, effectivement, vers quelque chose de moral notamment, tandis que les lois scientifiques étant nécessaires, vous pouvez pas les arrêter. Et donc du coup, elles s'imposent les dictateurs sont ceux, donc Hitler et Staline, qui vont accélérer selon eux les lois de l'histoire ou de la nature. C'est le déterminisme historique. Exactement. Et du coup, on voit aujourd'hui se développer un discours sur la technologie en tant que loi autonome, justement, qui échappe absolument à toute forme de volonté. Comme l'immigration d'ailleurs, et comme la mondialisation. C'est toujours inéluctable. Rappelez-vous, on nous disait aussi que la construction européenne était inéluctable. Tout à fait. Que l'euro était inéluctable, surtout quand on voit l'effondrement de l'euro aujourd'hui face à des monnaies fortes comme le franc suisse. Ah, tout à fait. Qui a perdu quasiment la moitié de sa valeur. Et que l'euro devait enrichir tout le monde. Oui. Et que c'était inéluctable. Qu'il n'y a aucun retour en arrière. C'est toujours ça, c'est très très important dans la pensée dite progressiste, de gauche, révolutionnaire. C'est d'imposer la vision d'un changement inéluctable. Alors que dans la pensée conservatrice, on estime que l'activité de l'homme peut s'égarer et qu'il faut savoir faire demi-tour pendant qu'il en est encore temps. Et c'est ce que Hannah Arendt avait appelé la perversion de la loi, c'est-à-dire effectivement d'une loi qui doit résulter de la volonté, qui doit résulter effectivement du coup de la discussion et des avis des uns et des autres. On passe à une loi qui, dérivant d'une science ou de ce qu'on suppose être une science, en fait, ne peut jamais être arrêtée. C'est pour ça que la seule possibilité qu'on ait, c'est de l'accélérer. En fait. C'est ça. Et donc du coup, si on dit que la technologie devient la nouvelle loi, effectivement, des hommes, qui va driver l'évolution, qui va conduire, l'évolution des hommes, vous ne pouvez pas vous y opposer. C'est pas possible. Et c'est exactement comme le recours à la numérisation de masse de la société, qui aboutit au fait qu'on n'a plus aucun interlocuteur pour rien et que tout dysfonctionne. Aujourd'hui, on en arrive à un moment où les services comptables nous rendent des comptes incompréhensibles parce qu'il y a un logiciel qui a fait ça n'importe comment et qu'on n'y comprend plus rien. Donc en fait, ça risque de conduire tout simplement au blocage de la société. C'est la même chose, c'est la même idée. Le caractère inéluctable et fatal d'un processus qui est imposé aboutit à rentrer dans le mur à la fin. Alors, il y a d'autres questions, je pense aussi. Oui, alors on a beaucoup de questions. On a une auditrice qui nous dit « Tous ces débordements des Femen lors de nos manifs ont eu des conséquences gravissimes.
un officier a voulu empêcher une fémène de gazer une poussette. L'armée a mis fin à sa carrière. Ah, ça, Alors je ne sais ça, pas au on courant. sait pas. On n'a pas de... C'est exact, en effet. Ah bon, c'est exact. Oui, un colonel a été sévèrement réprimé pour avoir simplement protégé des femmes et des enfants. Oui. Un auditeur nous dit c'est intéressant, Sad. Alors il parle des immigrés, en tout cas certains immigrés, parce que c'est vrai que notamment en Tunisie, j'ai un ami tunisien qui nous disait que pendant la crise Covid, ils avaient libéré tous les prisonniers tunisiens. Une bonne partie des prisonniers qui sont tous arrivés en France, et parmi ces hommes, des violeurs, des meurtriers, voilà. Donc cet auditeur nous parle de ça et nous dit également les Macron et Jean-Michel qui ne passent pas leur temps qu'à philosopher, sont intrinsèquement destructeurs. Voilà. Une auditrice nous dit bonsoir à tous, merci pour cette émission où culture, intelligence règne. Merci chère auditrice. Oui. Merci à Radio Courtoisie d'exister. Oui. Merci chère auditrice, c'est très gentil. Ça nous remonte le moral. Et alors, voilà d'autres questions d'ailleurs. Merci. Un auditeur nous parle nous dit qu'il a pris l'émission en cours et qu'il a entendu le rendu, le terme de la CEDH. Il relève sans doute du principe que la fin justifie tous les moyens. Oui. Si l'idéologie défendue est en accord avec le pouvoir politique usurpé par les juges et détenteurs totalitaires de la violence légale. Oui, le système, depuis longtemps déjà, a remplacé les libertés liées à la dignité humaine par la licence, et la masse mal comprenante n'a rien compris. Meilleurs vœux à tous. Merci. Alors, on a beaucoup de nouvelles questions. Et là, je ferai une interruption je regarde la page 70 de l'ouvrage de Vincent. Vincent Pavant, je ne vais pas dire Vincent Payon, excusez-moi. Voilà ce que nous dit. Il dit, en réalité, l'irréligion sadienne, celle que reprennent scrupuleusement les Femmes, ne s'entend que dans la mesure où chez Sade, Hitler et les nouveaux tenants de l'antispécisme contemporain, c'est la nature qui devient la nouvelle transcendance. L'âme des êtres humains disparaît et l'on se prosterne devant la matière que le sang lève pour elle-même. L'homme ne possède aucun statut ontologique particulier, tout n'est qu'assemblage fortuit, homme, bête ou organisme vivant, que l'on peut désintégrer sans commettre aucun crime, ni aucune forme d'outrage, puisque quoi qu'il arrive, la matière se conserve. Et l'humain n'apparaît ainsi que comme une machinerie qui transforme de la matière végétale, animale ou minérale dans une autre forme de matière pour assurer sa propre survie. Donc effectivement, là, on a l'essence même de cette idéologie qui, en somme, est un nihilisme. Ça me rappelle Nietzsche qui parlait du nihilisme européen. C'est un nihilisme. C'est le refus de voir qu'il y a d'autres dimensions dans l'espace et dans le temps, et qu'il y a des mondes qui nous sont inconnus. On veut, d'ailleurs parce que c'est une absurdité totale, à notre époque surtout, de ne s'en tenir qu'à la matière. Vous qui êtes mathématicien, vous savez très bien que la matière est une énergie et une fréquence. Donc en fait, c'est la matière qui n'existe pas. Seul l'esprit existe. La matière n'existe pas. Ces gens-là, ils sont restés à l'époque de Karl Marx, qui croyaient qu'il n'y avait que la matière et pas l'esprit. Ils ont tout faux, donc tout est faux. Mais ils sont complètement arriérés en somme. Oui, tout à fait. Ça a été le problème justement d'essayer d'avoir sur l'homme un point de vue justement purement matérialiste. Quand on a voulu chasser l'Église justement de la politique quelque part et chasser le cléricalisme, en fait, on achetait le bébé avec l'eau du bain, en fait. C'est ça qui s'est passé. Et on a dit, il y a plus d'âme. L'âme était quelque chose qui appartenait à la religion, à Dieu, etc. Et donc, puisqu'il y a plus d'âme, il y a plus que de la matière en réalité. Oui. Et le matérialisme a été
été ce qui a été pris par Lénine justement comme le critère d'objectivité en fait. Et comme on voulait absolument avec Auguste Comte et le positivisme en fait avoir de l'objectivité partout, y compris sur l'être humain, on a été obligé. C'était la contrepartie effectivement de chasser l'âme et de n'en faire effectivement qu'une matière. Et ce qui est remarquable chez Sade va assez loin dans cette idée que on est né homme, mais on aurait pu naître animal ou autre chose, ou voir une plante, etc. Et que donc, l'important, c'est que la matière organique, quelque part, se conserve. Donc, il va chercher, quelque part, celle des atomes de matière vivante qui sont capables de s'assembler d'une manière ou d'une autre. Mais c'est complètement régressif. Complètement, oui. Parce que ça interdit toute réflexion sur les objectifs de la création. Pourquoi le Big Bang? Pourquoi l'organisation de la matière? Pourquoi la différence sexuée? Parce que la différence sexuée, elle n'existait pas au début. Vous prenez les protozoaires, vous prenez les amibes, vous prenez les virus, les bactéries, ils n'ont pas de différence sexuée. La différence sexuée commence à apparaître avec des organismes très rudimentaires, qui sont souvent d'ailleurs hermaphrodites. Je pense aux limaces, aux escargots, à un certain nombre de gastéropodes, qui peuvent être mâles ou femelles. Ça devrait plaire d'ailleurs à nos amis LGBT, ça. Je pense qu'ils devraient prendre un escargot ou une limace comme emblème. Alors j'ai vu une photo, je crois, alors je sais pas si elle est vraie ou fausse, hein, où c'était quelqu'un qui était moitié homme, moitié femme. Qui avait prétendu avoir les deux en même temps. Mais vous prenez un escargot, il est moitié homme, moitié femme, il est hermaphrodite, bon, une limace. Et puis ensuite, la matière s'organise un peu mieux et la différence sexuelle apparaît. Et plus la civilisation se développe et plus la vie se développe, plus la différence sexuelle est importante et plus elle est significative. De telle sorte que l'homme, aujourd'hui, ceux que j'appelle les nihilistes, et les satanistes, et les matérialistes, tous ceux que vous décrivez dans votre ouvrage, ils sont complètement à l'envers de l'évolution. Ils veulent revenir au néant. C'est comme les égalitaristes d'ailleurs, qui rêvent que de revenir au néant. C'est pour ça qu'avec Jean-Louis Harouel, on disait qu'il devrait y avoir un ministère, non seulement de l'égalité, mais également du néant et de la destruction finale. Parce que l'égalité, ça ramène à l'inexistence. Alain Escada, oui. Je voulais revenir, si vous le voulez bien, sur le totalitarisme et l'évolution du totalitarisme, parce qu'il me semble qu'un point sur lequel nous devons insister, c'est sur le danger du totalitarisme consenti. Oui. Dans le sens où nous voyons vraiment comment ceux qui nous gouvernent, et derrière eux des organismes comme le Forum économique mondial de Davos, sont à l'origine d'une promotion d'une stratégie de la peur. Alors, elle a été vérifiée, exercée à grande échelle pendant le Covid. Elle a été suivie d'une application concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, où l'on a pendant tout un temps laissé entendre que la guerre était à nos portes. Elle a été ensuite suivie d'une stratégie de la peur concernant les pénuries, qu'elles soient alimentaires ou énergétiques, et elle est encore entretenue avec une stratégie de la peur par rapport au réchauffement climatique. Oui, voilà, au climat, oui, voilà. Tout à fait. Et donc, on passe évidemment d'une façon très instrumentalisée d'une peur à une autre, d'une situation anxiogène à une autre, qui facilite précisément le totalitarisme consenti. Systématiquement, on rétrécit, on réduit nos libertés, toujours en nous laissant penser que c'est pour notre bien, pour éviter une nouvelle source de difficultés, de problèmes qui va modifier dramatiquement l'avenir de nos enfants ou nos petits-enfants. Et donc je pense que ça, c'est vraiment un point très important, comprendre qu'il faut combattre cette stratégie de la peur pour freiner un totalitarisme consenti qui ferait que, sans avoir besoin de centres d'internement, comme l'évoquait l'un de vos auditeurs, on vive tout simplement dans une prison à ciel ouvert. C'est ce que dit Mathieu Bocoté, le totalitarisme sans le goulag. Parce qu'il dit les méthodes anciennes terroristes qui faisaient couler le sang ne sont plus bien vues aujourd'hui. Le communisme, après avoir fait une centaine de millions de morts, n'a plus très bonne presse.
Pour arriver aux mêmes fins, il faut procéder différemment. Et heureusement, pour ces gens-là, il y a la technique et l'informatique. Parce que ça, c'est un danger très grand pour nos libertés. C'est que ce qui était encore du domaine de la fiction en 2009-2010, lors de la grippe H1N1, est entré dans le domaine de la réalité en 2020 avec les QR codes, les obligations vaccinales et le traçage des individus. Donc là, s'il n'y a pas une prise de conscience de une majorité de la population, on va vers effectivement cette espèce de prison à ciel ouvert informatique. Ça, c'est très dangereux, ça, effectivement. Oui, tout à fait. Deux choses pour revenir d'abord sur le traçage, les QR codes et quelque part un puçage finalement. L'expérience a été tentée, je crois, en Suède. Il y a quelque chose qui rejoint l'antispécisme de Sade et l'antispécisme d'un certain nombre de personnes aujourd'hui, qui est l'idée que, au fond, à force de vouloir donner des droits aux animaux, eh bien, finalement, c'est l'être humain qui va être traité comme du bétail. C'est exactement ça qu'on a vu se produire et qui se passe de plus en plus. Et effectivement, l'informatisation pour le contrôle du bétail. Et même, on peut aller plus loin en disant, par exemple, vous savez, aujourd'hui, il y a énormément de produits obligatoires à la naissance, donc les vaccins, et on essaie de... 11 vaccins obligatoires, effectivement. Mais qu'est-ce que c'est sinon que de réintroduire chez l'être humain un schéma qu'on introduit chez les volailles et qui est le fait de gaver d'antibiotiques finalement les poussins à la naissance. Et de ce point de vue-là, c'est le transhumanisme déjà. Complètement. Le transhumanisme est déjà antispéciste en fait. Effectivement, cet antispécisme en fait, et pour revenir sur un second point qui est celui de l'égalitarisme en fait, qui aujourd'hui, je pense, a des racines très profondes dans la philosophie justement déconstructionniste de Derrida, qui était l'idée que finalement toute la métaphysique s'est construite sur des couples d'opposition, dont le premier d'entre eux, que nous rappelle l'anthropologie structurale justement de François Héritier, qui est homme-femme, qui est et voire mère-enfant, voire mère-fils justement, qui est la première des dualismes fondamentaux, qui fait d'ailleurs que tous ces dualismes imprégnant la pensée, on va vers une pensée dialectique. Et donc en fait Derrida a voulu déconstruire ces oppositions finalement, parce qu'ils étaient toutes les oppositions dialectiques de la métaphysique finalement nous conduisent à l'inégalité. Et donc le problème de dire qu'il y a des hommes et des femmes, c'est qu'à la fin, il y aura la domination de l'homme sur la femme, et donc ça c'est intolérable d'un point de vue moral. Et par conséquent, il faut déconstruire en fait l'homme et la femme, et donc ça a donné ce qu'on appelait les théories du genre, c'est-à-dire cette idée que l'inégalité se résoudra quand il n'y aura plus d'hommes et plus de femmes. C'est-à-dire en fait, et ce qui va donner un courant très particulier de féminisme en fait qu'on appelle le cyberféminisme ou le féminisme métaphysique de Judith Butler par exemple ou de Donna Haraway, qui est Donna Haraway par exemple lie la cause féministe au cyborg. Alors ça paraît curieux dans un premier temps. Pourquoi lier C'est-à-dire que en fait, c'est les féministes contemporaines ont renoncé à l'égalité politique pour aller justement vers une forme d'égalitarisme métaphysique en disant quand tout le monde sera cyborg, en fait, et tout le monde sera asexué. Quand tout le monde sera asexué, en fait, il n'y aura plus d'hommes ni de femmes, donc il n'y aura plus de domination. C'est ce que vous dites d'ailleurs à la fin de votre livre. Vous dites la femme est l'avenir de l'homme, en ce sens que la disparition des organes masculins est quelque part recherchée. Tout à fait, oui. Alors en plus, donc c'est quelque chose de très castrateur en fait, qui rejoint la psychologie castratrice d'un certain nombre de. Et c'est d'ailleurs le titre d'un film idiot d'il y a quelques années qui s'intitulait "L'homme est une femme comme les autres". Oui, mais c'est. Alors moi je l'ai pas vu. Non, je suis sûr que vous avez été le voir, Alain, n'est-ce pas, ce film phare de la pensée féministe. De mes films préférés. Que vous passez en boucle tous les soirs. Mais je fais la liaison. Vous insistez sur effectivement le lien entre cyborg et féminisme et transgenrisme, pourrait-on dire, et qui doit mettre fin à la sexualité normale et à l'être sexuel normal, plus d'hommes, plus de femmes que des intersexués. Mais on voit le même phénomène commencer à s'amorcer au niveau de ce qu'ils appellent désormais le transracialisme, où finalement, pour éviter qu'il y ait encore des blancs, des noirs, qu'il y ait des nations, qu'il y ait des identités, eh bien, il faut développer ce multiculturalisme, ce métissage complet, universel, l'on serait désormais une seule humanité.
Exactement. Et on voit au départ qu'il y a toujours des phénomènes qui pourraient, me semble-t-il, être observés d'une façon, je dirais, psychologique, voire psychiatrique. C'est que on a vu des gens, des blancs, parce que c'est quand même avant tout des jeunes blancs, prétendre qu'ils étaient noirs. Oui. Et voilà, être dans un courant transracialiste de négation de leur identité, non pas dans ce cas-là sexuelle, mais de leur identité, je dirais, ethnique, et être dans le déni et se prétendre homme noir au lieu d'être un homme C'est ce que blanc. j'ai entendu, il y a ce que j'avais lu dans un article qui était une interview d'une chanteuse américaine qui disait je suis blanche en apparence, mais à l'intérieur de moi, je suis noire. C'est le même syndrome. En fait, elle n'est pas noire du tout. Elle ne pourra jamais être noire parce qu'elle n'a pas les gènes d'un noir. Oui, tout à fait, c'est vraiment c'est la même Et chose. ce genre de situation, on ne l'observe pas chez les Noirs. Non. Je n'ai pas encore vu un homme noir dire qu'il était un homme blanc. Parce que C'est quand même c'est une le- pathologie excessive. Et encore moins un Chinois, et un Chinois non plus. Mais parce que c'est le résultat d'une certaine forme de philosophie occidentale, Ouais, purement derridéenne pour le coup, c'est tout ce qu'on appelait la French Theory, donc Derrida, Deleuze, Guattari, Et Judith Butler. et Judith Butler, effectivement, qui fait partie des féministes, qui reprend ces théories-là, où effectivement, il y a quelque chose, par exemple, dans le structuralisme de Lévi-Strauss et de François Héritier, qui est assez important, qui est que la culture vient de la nature, en fait. C'est ça, effectivement, dans toute culture, finalement, il y a une intégration de la nature, et c'est ça qu'on a reproché, effectivement, en particulier à Lévi-Strauss et à François Héritier, qui avait écrit justement un très beau livre qui s'appelle Masculin, féminin, la différence, et qui a été obligé d'écrire un second tome pour s'excuser d'avoir bien dit que il y avait la différence et qu'elle était fondamentale. En quelle année a-t-il écrit ce livre? Alors François Héritier, c'était en début des années 2000, je crois. Ah ouais. Donc c'était assez récent. Hein, Ouais. Et Lévi-Strauss, donc. Et il montrait bien qu'il y avait des différences physiologiques, mais également psychologiques, qui sont évidentes. Oui, et justement, dans le structuralisme, l'idée c'est de revenir justement aux structures mentales de l'être humain, en montrant qu'elles se construisent par l'observation de ce qu'il a sous les yeux. Et ce que nous dit François Héritier, la première chose qu'on a sous les yeux dans toutes les civilisations depuis toujours, c'est l'homme et la femme. Mais oui, Et mais l'enfant. on devrait leur faire remarquer que dans le règne animal, c'est exactement la même chose. Oui, mais justement, et c'est Et ce même que- les oui. insectes connaissent des différences sexuées. Non, mais bien sûr, c'est ce que dit François Héritier. Ouais. Il dit, ça se donne à voir partout, c'est universel. Et même les plantes. Bien sûr, Et même c'est complètement universel, et donc c'est cette université-là qui permet justement de penser les structures. Donc l'homme pense de manière dialectique parce que existe dans la nature justement cette Parce dialectique. c'est comme entre le jour l'homme- et la nuit. Exactement, C'est mais comme c'est la terre exactement et ça. le ciel, c'est exactement la même chose. Ah, mais tout à C'est fait. comme Et l'eau et le feu, bien sûr. Et d'ailleurs, le masculin et le féminin vont avoir une signature Mais d'ailleurs, dans plein encore une d'autres fois, c'est là qu'on concepts. voit l'extrémisme de nos ennemis, c'est que quand nous utilisons le masculin comme neutre, c'est parce que la plupart du temps, le masculin exprime le neutre. Mais il y a aussi des neutres féminins. On ferait remarquer, par exemple, une sentinelle, une vigie, une excellence, une altesse. Ce sont des neutres féminins. On n'aurait pas l'idée de les masculiniser. Pourquoi féminiser des titres comme professeur, médecin, juge, maire, ministre? C'est grotesque. Il n'y a aucune raison. Ce sont des neutres masculins comme il y a des neutres féminins. Quand on dit une majesté, votre majesté, c'est féminin. On s'adresse au roi d'Angleterre, on lui dit votre majesté, c'est féminin. Bon, Permettez-moi de souligner ouais. une autre incohérence, c'est que nos féministes qui sont devenus les alliés du lobby LGBT, les Femen en sont une illustration évidente. Les Femen ont pris dès le début fait et cause pour le lobby LGBT. Mais aujourd'hui, l'aboutissement de cette avancée de la pensée transgenre, c'est que les sportives féminines perdent toutes les épreuves sportives féminines parce que des hommes qui se disent femmes passent évidemment devant elles dans les compétitions sportives. parce qu'ils ont plus de force C'est physique. vraiment la démonstration de l'absurdité de la majorité des féministes qui se font les alliés du lobby LGBT et qui en sont les victimes immédiates. Alors, reprenons les questions maintenant, parce que les auditeurs, on a beaucoup de questions. Beaucoup de réactions aussi intéressantes. Un auditeur nous dit, Monsieur Tournafond, vous serez sans doute intéressé de savoir qu'aux Pays-Bas, le Pax A3
est instauré depuis en voilà une chose qu'elle est bonne 2007. comme des Coluches. Hein. Voilà, ouf, enfin, et à 4, ça, pourquoi pas à 4, enfin. Mais à 5, mais non, mais ça va pas, il est complètement en retard. Une auditrice, nous dit l'immortalité dont parle le Christ, c'est celle de l'âme, ce qui explique l'autre parole. Il n'y a plus d'esclaves il n'y aura plus d'esclaves, ni de maîtres, ni de juifs, ni de grecs, mais seulement des âmes reliées à Dieu ou destinées à l'enfer. Très bien. Par contre, les gens comme Vincent Payon, Marlène Schiappa et Sade, Sade, je pense qu'il est déjà en enfer, mais il y trouve son compte, à mon sens. Il doit être très content en enfer. Vous savez que Oscar Wilde, qui était un peu taquin, avait dit « J'aimerais bien le paradis pour le climat, mais je préférerais l'enfer pour la compagnie ». C'est pas mal. Alors, on a un auditeur qui nous dit très intéressante émission, merci. Vous avez raison, être conservateur, c'est vouloir ce qui est bon et qui dure. Voilà. On ne conserve que ce qu'il y a de bien et qui a fait ses preuves, en somme. C'est tout à fait ça, voilà. Un auditeur nous dit il y a une erreur sur le terme judéo-christianisme. Il n'y a rien de plus opposé que le judaïsme talmudique et le catholicisme. Oui, mais talmudique, c'est différent parce que, attention, à l'origine, à l'époque du Christ, il y a pas de différence. C'est le Talmud qui a dérivé, qui s'est éloigné ensuite du christianisme. Disons que dans le judaïsme, il y a tellement de courants différents, de doctrines différentes, un petit peu comme dans le christianisme, d'ailleurs, qu'on a tout et son contraire, et on ne peut pas généraliser. C'est quand même des domaines tellement complexes. Un auditeur nous dit bonsoir, Zelensky n'est-il pas le pendant de Cohn-Bendit dans son esprit de perversion des masses populaires? Et effectivement, on avait fait une émission sur la pédocriminalité et sur la pédophilie en expliquant qu'à l'époque, la gauche faisait la promotion dans tous les médias de la pédophilie. Et dans les années 80, 70-80. 70-80, sans avoir aucune conscience des conséquences que ça pouvait avoir sur l'esprit, finalement. Oui, c'est l'anti-Oedipe de Deleuze et Guattari, effectivement, avec une récupération politique, notamment par Cohn-Bendit, mais qui, pour moi, est très liée justement quelque part à cette... Bon, il y a deux choses là-dedans. Il y a la haine de l'enfant. Je pense que dans la pédocriminalité, il y a la haine de l'enfant. Et cette haine de l'enfant, en fait, elle est nécessaire finalement dans toutes les formes totalitaires. La forme ultime du totalitarisme, comme le rappelle souvent mon ami Louis Fouché, c'est quand les enfants tuent les parents. Quand les enfants tuent les parents, et c'est ce qui se passe effectivement chez les enfants soldats, chez effectivement divers régimes totalitaires. Et cette haine de l'enfant, donc, elle est cultivée d'une certaine manière par les femmes, donc je me disais, qui font de l'avortement un prosélytisme, par la GPA qui fait que et chez Sade d'ailleurs c'est intéressant parce que l'état de grossesse est un état maladif. Oui, vous avez vu, oui, voilà. Effectivement, donc c'est-à-dire ça on dit, c'est pas pratique. La femme est plus sexy, elle est plus sexy, elle est plus désirable, et donc il faut avoir une haine de l'enfant. Et donc dans la philosophie dans le boudoir, donc Madame de Mistival, en fait, Madame de Saint-Ange qui initie Eugénie de Mistival lui dit mais si jamais tu tombes enceinte, tu viens tout de suite me voir j'arrangerai ça. Et jusqu'à la fin, et la petite Eugénie demande mais jusqu'à quand est-ce qu'on peut effectivement pratiquer cette interruption de grossesse si l'enfant arrive à terme, qu'est-ce qui se passe? Et Madame de Saint-Ange répond mais même s'il est né, on peut le tuer en fait. Donc on peut pratiquer l'infanticide. Bien sûr. Donc c'est bien une haine de l'enfant qui se développe. Alors il y a juste un bobino à passer. Voilà, je laisse notre technicienne. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
il y a une observation d'un auditeur qui est un fidèle auditeur et je salue au passage. Merci, cher auditeur, pour toujours vos observations pertinentes. Alors, il nous dit la nouvelle église ukrainienne, créée par le régime de Kiev avec la bénédiction du patriarcat de Constantinople, qui a volé tous les biens de l'église orthodoxe ukrainienne, dont certains sont déjà sur le marché de l'art à Londres, vénère un chien appelé Paton, et Sainte Javeline, qui est représentée en icône portant le missile anti-char américain Javelin. Alors, la note dit, tous deux sont l'objet de frasques dans les églises et d'icônes. C'est peut-être de frasques ou de fresques? Parce que ça peut être les deux d'ailleurs. Parce que quand on a vu les frasques de Zelensky, on se dit qu'elles peuvent aussi atteindre les églises. Mais ça peut également être des fresques. Mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut avoir des fresques libertines qui représentent les frasques du président Zelensky accompagné de Biden et de toute Sorbande. Oui, tout à fait. Apparemment, dans des témoignages qui remontent, il y a des persécutions de prêtres en fait en Ukraine. Parce qu'effectivement, comme dans tout bon régime biopolitique jusqu'à outrance, en réalité, tout ce qui va proposer une autre morale du corps doit être évacué. C'est ce que fait Sat, c'est ce que fait Zelensky, et voilà. Alors un autre auditeur nous dit « Le communisme n'a pas disparu, c'est une idéologie qui a muté et que l'on retrouve dans l'écologie politique. La politique abusive de redistribution des richesses en témoigne. N'oubliez pas l'image parlante de la pastèque, verte à l'extérieur, rouge à l'intérieur, à propos de l'écologie. » Alors ça rejoint, effectivement, cher auditeur, vous avez raison, ou cher auditeur, ça rejoint les analyses de Jean-Louis Herouel qui sont finalement à mettre en parallèle avec celles de Mathieu Bock-Côté. Cette secte qu'on appelle la gauche, et qui vient de la gnose et du millénarisme, donc les gnostico-millénaristes, sont un peu des gens possédés par le démon, en somme. Ils ont une force en eux qui les porte, et qui les porte toujours à l'excès, à l'excessif, à tout ce qui est disproportionné. Alors, ça prend des formes nouvelles. En fait, on va dire que le démocratisme, le socialisme, le communisme, le droit de l'hommisme, l'écologisme, si vous me permettez, ce sont un peu les métastases d'un même mal. C'est-à-dire que la force maléfique est là et elle prend plusieurs représentations et plusieurs formes. Alors par exemple, la coronafolie s'arrête lorsqu'arrive la guerre en Ukraine. Et puis la guerre en Ukraine cesse, peut-être que la coronafolie revient. C'est possible. Mais parce qu'en fait, il a raison, Mathieu Bock-Côté, je le répète 100 fois, mais enseigner, c'est se répéter, je suis professeur de droit quand même. C'est un mouvement et pas une doctrine. C'est très important de comprendre ça. C'est comme quand vous jetez une pierre dans l'eau, elle crée des cercles concentriques. Le premier, c'est le mouvement révolutionnaire, ensuite le démocratisme, puis le socialisme, puis ensuite le tiers-mondisme, puis le droit de l'hommisme, puis l'écologisme, puis l'antispécisme. Puis le féminisme, ce sont les mêmes, ce sont des métastases qui sont parties d'une même impulsion. Ce qui explique qu'on peut passer du stade de communiste à des stades d'écologistes avec les mêmes méthodes et au fond la même démarche idéologique. Oui, il y a ce qu'on appelle les Khmers verts, tout simplement, c'est-à-dire ceux qui vont être pour le passe carbone, qui vont être pour les restrictions en tout genre liées effectivement au mode de vie en fait occidental. Il faut savoir par exemple que l'OMS s'intéresse au climat maintenant. Et dans les chartes de l'OMS, on lit le climat en fait à la santé. D'une manière ou d'une autre, et par conséquent, tout ce qui va être d'une manière générale considération de gestion des crises sanitaires avec des choses très totalitaires, donc les confinements, etc., va passer de la même manière en fait pour le climat. Et c'est ce que fait remarquer Catherine Rouvier. Elle dit la sexualité obligatoire pour les enfants pour améliorer leur santé. Tout à fait. C'est ce que vous dites aussi dans l'ouvrage. Oui. Et la sexualité devient une partie de la santé. Il faut avoir beaucoup d'orgasmes pour bien se porter. Alors, si vous n'avez pas assez d'orgasmes, vous êtes un malade. Alors, je vais raconter une anecdote, mais je vous laisse non, tout à fait, effectivement. Donc, en fait, vous savez qu'il y a un pseudo-sexologue qui s'appelle Alfred Kinsey aux États-Unis qui a... voilà, c'est ce que Catherine Rouvier est en ligne. Je ne sais pas si vous nous entendez, Catherine. On est en train de parler de vous à l'instant, là. On ne vous entend pas du tout.
nous reprendrons. Ah, vous m'entendez pas? Ben non, ça y est, là on vous entend, ça y est. Vous parlez du rapport Kinsey, sur lequel repose la dictature de l'Ouest sur les cours de sexualité obligatoire. Ah oui, mais c'est quelque chose d'incroyable. Sur un faux rapport, c'est-à-dire un rapport qui a été fait en réalité dans des prisons avec des obsédés sexuels et des gens qui étaient en fait pédophiles, etc. Sur ce faux rapport, on a construit une normalité qui est justement anormale. Et l'idée, c'est qu'il faut que grâce à l'école, l'enfant puisse accéder rapidement à une pansexualité précisément. Ah, très Donc proche de c'est ça. totalement monstrueux. Là, c'est tout à fait proche de ce que c'est écrit totalement Vincent monstrueux. Pavant dans son ouvrage, quand il analyse l'approche de Sade, qui est celle-là même, c'est identique. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, je vous laisse continuer. Voilà. Et ce que je voulais dire simplement, si je peux faire une petite incise dans la conversation, c'est que si la religion catholique est aussi détestée, c'est parce que la mère y est très importante. Marie y est très importante, la femme y est très importante. Et ça, comme Vincent Pavant l'a très bien dit tout à l'heure, il y a une détestation de la femme, de la grossesse, de l'enfantement et de l'enfant qui est tout à fait, qui rappelle ces images où on voit la Vierge avec le pied sur la tête du démon, hein, qui est le serpent qui est à ses pieds et qu'elle écrase. C'est vraiment ce combat qui se joue, je pense. Tout à fait juste, oui. Tout à fait juste. Alors de même que on déteste la mère, on déteste la famille. Ah oui. Et vous le montrez bien, page 84, il faut arracher les enfants à la famille. Oui, Parce que pour en faire des individus affranchis de tous les déterminismes, comme dirait Vincent Payon. Et page 84, vous écrivez bien cette haine absolue à l'endroit de la famille. Oui, Alain Scada, oui, pardon, vous voulez pas. Oui, précisément, ce que disait Catherine Bouvier à l'instant, justement, rejoint tout à fait cela. C'est que l'Organisation mondiale de la santé impose une sexualité, un apprentissage de la sexualité dès l'âge de 3 ans, et que donc on est vraiment dans cette optique qui consiste à, d'une certaine façon, retirer l'enfant de l'autorité parentale pour le soumettre à un État qui prend la charge non plus de l'instruire, mais de l'éduquer, de le formater et de le déconstruire, Ça, pour le totalitaire. reconstruire à sa sauce. C'est totalitaire. Et en fait, par rapport à aussi ce qui avait été dit précédemment, professeur Tournafond, vous parliez tout à l'heure de l'aspect démoniaque qui peut être associé à la gauche, mais en fait, on peut considérer que la révolution, et là on est bien dans un esprit révolutionnaire, la révolution est d'essence satanique, comme l'est l'offensive mondialiste, et que tout ça est vraiment une offensive satanique, révolutionnaire, qui veut abîmer toute la création, qui veut détruire toute la création. Bah, c'est bien la société des amis du crime que vous évoquiez tout à l'heure. Oui, tout à fait. Alors pour revenir sur les attaques contre la famille, qu'on voit aujourd'hui de manière extrêmement claire, notamment par exemple sur le rejet de l'instruction en famille, qui avant était uniquement soumis à déclaration et qui maintenant devient soumis à autorisation, et en pratique les autorisations ne Alors sont... c'est Eduscol, le sinistre organisme. Ah ouais, Eduscol, c'est terrible, hein, alors, vraiment. Alors faut que vous en parliez à nos auditeurs. Oui, Eduscol, alors donc c'est une officine de l'éducation nationale en fait qui est chargée d'écrire des circulaires pour un peu expliquer comment doit se passer la vie à l'école, dans les écoles primaires, les collèges, les lycées, etc. Et donc typiquement pendant le Covid en fait, donc au moment quand on est sorti du confinement, donc en mai 2020, il y a eu 2 circulaires Eduscol hallucinantes en réalité où on demandait typiquement donc aux enseignants ou au personnel de l'éducation en fait de l'administration de surveiller les paroles qu'ils pouvaient entendre des élèves, et on disait que cette surveillance allait loin, il fallait écouter dans les couloirs, il fallait écouter espionner les élèves, carrément espionner, pour c'était savoir ce qu'ils disaient entre eux. Exactement, et si ce qu'ils disaient entre eux en fait allait à l'encontre de la doctrine gouvernementale sur le Covid, si par exemple un élève avait malheur de dire que il pensait que le Covid n'est pas très grave, qu'on pouvait éventuellement le soigner par
par des moyens comme l'Artemisia. Exactement. Alors là, il fallait vite, effectivement, le signaler, quitte à le signaler d'ailleurs au centre recueil de l'information préoccupante, donc au département, pour faire intervenir éventuellement l'aide sociale à l'enfance, qui est chargée depuis la Révolution, en fait, puisque j'ai travaillé beaucoup sur cette question de l'aide sociale à l'enfance qui naît à la Révolution, donc dans l'idée de séparer les parents des enfants pour élever les enfants dans une morale républicaine, en fait, pour une raison simple, c'est que justement à la Révolution, l'ordre change. Mais évidemment, les révolutionnaires ne veulent pas d'anarchie. Ils veulent qu'on continue à obéir. Simplement, ce qu'ils avaient théorisé, justement, par Sade, par Danton, Robespierre, etc., c'était que l'enfant obéit à ses parents comme les parents obéissent au roi et que le roi obéit à Dieu. Et donc, en fait, la structure familiale est porteuse de monarchie, parce qu'on obéit au père, quelque part. Et donc, du coup, il fallait absolument détruire la famille pour détruire le sentiment psychologique, en fait, d'adhésion à la monarchie que ça pouvait susciter. Et tant qu'il y a une famille, nous disaient les révolutionnaires, et nous disait Sade d'ailleurs, il a un passage là-dessus, tant qu'on a une famille, on aura finalement une structure monarchique dans l'organisation du pouvoir. D'où le fait d'intervenir, de séparer, donc c'est le plan Lepelletier. Il y a eu deux grands plans d'éducation et d'instruction d'ailleurs un plan d'instruction qui était plutôt celui de Condorcet et un plan d'éducation qui était le de Lepelletier. Et le plan de Lepelletier disait qu'à partir de 5 ans, il fallait absolument séparer les parents des enfants parce que si les enfants obéissent effectivement à leur père, on retombera dans la religion, on retombera dans la structure monarchique du pouvoir. On retrouvera dans la société traditionnelle. Exactement. Alors vous allez rire parce qu'un de mes amis, il y a 2 jours, a posé une question à ChatGPT qui était: le satanisme est-il compatible avec la démocratie? Le satanisme est-il compatible avec la monarchie? Alors ChatGPT répond: oui, le satanisme est parfaitement compatible avec la démocratie puisque toutes les valeurs se valent et que le satanisme a parfaitement droit de citer et qu'à ce moment-là, chacun est libre d'être satanique, etc., de conclure un pacte avec le diable. Et ChatGPT répond: en revanche, le satanisme n'est pas compatible avec la monarchie parce qu'elle implique la prééminence de Dieu, l'obéissance du roi à Dieu et l'obéissance des sujets au roi. Donc malheureusement, non, malheureusement, le satanisme n'est pas du tout compatible avec la monarchie. Mais c'est ChatGPT qui le dit, donc c'est forcément vrai. C'est pas Radio Courtoisie, là c'est ChatGPT, donc il va falloir interdire ChatGPT. Alain Escada. Oui, alors, juste d'abord une incartade sur le satanisme. Je rappelle quand même qu'aux États-Unis, le satanisme est considéré comme une religion parmi d'autres reconnue. Et que donc ça permet notamment qu'aujourd'hui, vous avez des monuments satanistes sur des campus universitaires. Vous avez même certaines écoles qui ont des clubs satanistes qui gardent des enfants après les cours, qui leur proposent des activités satanistes. Le satanisme est reconnu, par exemple, à l'armée comme une croyance qui peut être pratiquée par religion. Mais j'ai une question à poser qui m'a toujours intrigué. Les satanistes croient-ils à la survie de l'âme et dans une vie après la mort? Mais alors si c'est une vie en enfer, c'est quand même pas très réjouissant comme perspective. Alors là, je veux dire, on touche aux limites de vos compétences, cher Alain. Je n'ai pas étudié le satanisme jusqu'à cet aspect-là. Par contre, je voulais rebondir sur la surveillance des enfants qui était évoquée il y a quelques instants, parce que je pense que c'est important de faire le parallèle avec le système de crédit social en Chine. Oui, ça c'est juste. Où justement, vous avez des écoles laboratoires dans certaines grandes villes qui ont placé des systèmes de caméras au sein des classes qui observent tous les mouvements faciaux des élèves pour en tirer des conclusions ensuite sur l'intérêt évidemment qu'ils ont apporté au cours, sur leur acquiescement ou non à tel ou tel élément de doctrine, et sur base de l'analyse qui sera faite par l'intelligence artificielle et les algorithmes, eh bien, on détermine ensuite quel va être l'avenir de l'enfant, ou en tout cas à quelle école va-t-il avoir accès pour les études supérieures, voire ne pas avoir du tout d'accès aux études supérieures. Donc, je pense que de nouveau, c'est intéressant de remonter, de faire le parallèle avec le crédit social, modèle de crédit social qui nécessairement mène au totalitarisme, et crédit social qui est de plus en plus promu par à la fois le Forum économique mondial de Davos et par Ursula von der Leyen de l'Union européenne.
Très juste. Alors, il y a des questions d'auditeurs parce qu'elles s'accumulent et on n'a pas le temps de les lire, malheureusement. Oui, alors on a un auditeur qui nous dit « Bonsoir, sur le sujet de l'infanticide, est-ce que la nouvelle loi sur la possibilité de réaliser un avortement jusqu'au 9e mois Ah bah ça, vous en parlez dans le ouvre livre. Ouais. la voie à la légalisation de l'infanticide ?» Ah bah ça oui, vous en parlez. C'est ce que je dis, ce qu'on appelle l'IMG, donc c'est l'interruption médicale de grossesse qui normalement est prévue pour des cas où on n'aurait pas diagnostiqué une maladie suffisamment tôt pour qu'un IVG puisse se faire. IVG qui est une interruption volontaire de grossesse, donc on ne demande pas en général de raison. Mais l'IMG peut être pratiqué effectivement jusqu'au 9e mois. Et pour détresse psychosociale. Alors pour ça, détresse... on ne sait pas trop ce que ça veut non, dire. Et ce qui est important, surtout, c'est que ça ne veut rien dire. Moi, quand je vois le monde actuel, je suis en pleine détresse psychosociale. Mais on est tout à fait ça. Et donc en fait, ça veut dire que on est vraiment, pour revenir sur ce que disait Alain, on est vraiment dans l'eugénisme le plus pur. Donc ce que disait Alain, il décrivait finalement une forme d'eugénisme en Chine où on va sélectionner seulement ceux qu'on suppose être les plus aptes ou les meilleurs, et puis les autres seront de toute façon relégués. Ou alors les plus conformes au modèle imposé par le Parti communiste. Ou les plus conformes, mais en tout cas ceux qui serviront le plus efficacement, on va dire, le modèle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dès le début, la Révolution française est eugéniste. C'est-à-dire que effectivement, il y a des textes qu'on a retrouvés à la Révolution où des femmes viennent s'agenouiller devant les révolutionnaires en disant « Nous vous donnerons des enfants beaux et forts pour que vous puissiez... » Ça rappelle les nations socialistes avec les fermes de natalité, la natalité, oui, les talents du Reich. Tout à fait. Et Sade l'avait lui-même très bien théorisé et anticipé. Et donc en fait, ces formes d'eugénisme, on les a vues très bien après au 19e siècle avec ce qu'on appelait la théorie de la dégénérescence. Et l'aide sociale à l'enfance, typiquement, a été faite pour redresser moralement les classes ouvrières, de sorte que à l'époque, on pensait que une mauvaise moralité allait entraîner des déficiences physiques. Ouais. Et donc on avait peur de ça parce qu'il fallait préparer la guerre, notamment contre l'Allemagne en 1914. Et par conséquent, on a mis en place des structures d'intervention parce qu'on pense qu'une mauvaise morale familiale, en fait, va déstructurer le physique de l'enfant. Alors avant, on intervenait sur les ouvriers, et maintenant, de plus en plus, on intervient sur des gens qui disent bah non, moi j'ai envie que mon enfant ait une éducation religieuse, j'en ai marre de l'éducation à la sexualité à l'école primaire, etc., etc. Et ceux-là, on va intervenir en disant mais vous êtes en train de démoraliser quelque part effectivement les enfants dans ce que la République veut imposer de morale, justement, et c'est ça qui est extrêmement dangereux. D'autres questions? Oui, une auditrice nous dit l'image du ricochet est très juste, communiste, socialiste, antispéciste, etc., mais qui lance le caillou. Alors voilà, ça, les gens qui lancent le caillou, ils sont pas dans notre univers matériel. Ces gens-là, c'est pour ça que je vous ai écrit d'ailleurs, Vincent, pour vous dire que après mûre réflexion, j'ai pensé qu'il y avait vraiment des mondes qui transcendaient et qu'on était souvent les marionnettes de forces qui nous dépassaient. Et alors à ce moment-là, mieux vaut faire le pari de Pascal, qui était mathématicien comme vous, que faire le pari contraire. Alors justement, on a un auditeur qui nous dit « Messieurs, chaque écoute est un bonheur. » Ah, merci, cher auditeur. Mais elle est aussi désolante de ne pas prendre en compte l'informatique quantique, qui est un anti-transhumanisme. Alors ça, il faudrait... Moi, je ne suis pas compétent, mais peut-être que Vincent Pavant... Non, j'ai pas étudié la question pour... Alors, cher auditeur, il faudrait peut-être que vous nous écriviez davantage, parce que on serait prêt à développer cette question, mais nous sommes incompétents. C'est pour ça que nous ne l'avons pas intégré à nos questions. Il me semble pourtant, si je peux me permettre, que c'est l'informatique quantique qui a permis le développement des toutes nouvelles technologies, de la 5G, de l'accélération de l'intelligence artificielle. Il fallait les développements dans l'informatique quantique pour que les processus aillent beaucoup plus vite. Voilà. Le transhumanisme ne sera possible que lorsque nous passerons vraiment à l'étape de la 6G, qui demande une fluidité des transferts de données. Et c'est pour ça que la réponse intelligente de ChatGPT, elle s'expliquait peut-être par cette évolution. ChatGPT, pour la première fois, donne une réponse intelligente. Pour être sataniste, il faut mieux être démocrate que monarchiste. Une auditrice nous dit « Bonsoir, merci pour cette émission passionnante. Est-ce que M. Pavant pourrait en dire un peu plus sur l'écriture inclusive ?» Ah oui, ça c'est très intéressant. Ça. Alors, c'est pas dans le bouquin sur ça, mais j'ai commencé à réfléchir à ça effectivement pour essayer de comprendre le lien en particulier entre le wokisme et le transhumanisme. Comme je le disais,
avec cette convergence des luttes, des luttes féministes métaphysiques et du cyborg. L'écriture inclusive, c'est la déconstruction tout simplement de la pensée. De la pensée, mais via ce qu'on appelle la domination masculine, en fait. Oui. C'est-à-dire que, bon, ça vient de Derrida profondément, hein, qui a commencé en tant que philosophe à réfléchir sur l'écriture, donc par une lecture de Phèdre, de Platon, et qui en était arrivé à ce qu'il appelait le phallo-logocentrisme. C'est-à-dire, effectivement, l'idée que toute la philosophie a été écrite de la part des hommes blancs, on va dire, hétérosexuels, dominants de la société occidentale, et qu'en fait, implicitement, dans tous les textes, finalement, il y avait quelque part une émanation de la domination masculine, et que par conséquent, si on voulait lutter contre les inégalités, il fallait commencer par déconstruire le texte et par déconstruire justement les règles que vous avez rappelées récemment, style le masculin l'emporte ou au pluriel ou ce genre de choses. Et donc l'écriture inclusive, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est la déconstruction de l'écriture dans l'idée que l'écriture est un phallo-logocentrisme en fait, et que par conséquent il est générateur d'inégalités, et que de manière implicite, presque inconsciente, chaque fois qu'on lit des textes de philosophie, s'impose une domination masculine. Ah ouais, et donc si on veut lutter contre c'est une logique complètement paranoïaque. Complètement oui, parce qu'en réalité, la réalité, c'est qu'il existe des nœuds masculins nombreux, mais il existe des nœuds féminins aussi. Donc en réalité, le genre masculin ou féminin n'a absolument pas en rapport avec un principe de domination. Pourquoi est-ce qu'en allemand, die Sonne est féminin et der Moon, comment est-ce qu'on dit la lune en allemand, der Moon, oui, c'est masculin. Mond, ouais. C'est l'inverse de chez nous. C'est-à-dire que c'est une paranoïa, cette pensée. Ah, en tout cas, je sais pas si c'est une paranoïa. En tout cas, c'est sûr que ça vient de là, ça c'est sûr, et ça pose effectivement des problèmes philosophiques importants. Oui. Alors, d'autres questions, parce que le temps avance, la fin de l'émission approche. Et tout à fait, on a une auditrice qui nous demande pensez-vous qu'il y aura un coup d'arrêt à tout cela par la mainmise de notre pays par les musulmans ? Alors, il est certain que si les musulmans étaient à la tête de la République, d'abord la République ne durerait pas et qu'on basculerait dans une autre forme de société. Sans doute. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire de la politique fiction à ce moment-là. Il faut regarder ce qui se passe en Iran un peu. En Iran, on avait dit que la révolution contre le Shah d'Iran allait libérer le peuple iranien. On a vu ce qu'il en était. Le peuple iranien était beaucoup plus libre à l'époque du Shah qu'aujourd'hui. Je crois qu'il faut noter quand même qu'il existe des maçonneries dans les pays musulmans. Oui. Il existe des loges maçonniques musulmanes. Ah oui, ça je sais pas. Et de la même façon, il existe aussi des mouvements LGBT musulmans. Oui, mais enfin, ils sont pas très... ils ne sont pas, évidemment, ils ne sont pas reconnus en Iran ou en Arabie Saoudite. Mais si demain, on considérait que l'islam allait dominer la France, il y a fort à parier que des forces extérieures tenteraient de révolutionner l'islam de l'intérieur. Et du reste, c'est déjà un phénomène qu'on observe. Il y a une tendance mondialiste qui revendique de faire au sein de l'islam ce qui a été fait au sein du catholicisme avec Vatican II, et de développer une forme de révolution théologique au sein de l'islam. Comment ne pas imaginer que l'islam ne serait pas à son tour la cible d'une telle démarche? Oui, alors pour répondre à cette question de politique fiction, que se passe-t-il c'est l'islam, je crois que c'est le roman de Michel Houellebecq qui s'appelle Soumission, effectivement, qui traite de ce truc-là. Donc si on veut avoir des idées, on peut peut-être le lire. Il faut regarder, tout à fait. Un auditeur nous dit « Haine de l'enfant pour les pédophiles peut-être, mais n'est-ce pas plutôt une immaturité complète ?» Ce serait une question psychologique, il faudrait intéresser un psychanalyste, je pense. Un auditeur... Il y a des questions qui passent à la trappe. Pourquoi? Elles sont censurées? Non, pas du tout, mais comme on en a beaucoup, il y en a qui faut mieux passer celles qu'on ne lit pas pour voir si elles ne présenteraient pas un intérêt quand même. Donc, une auditrice nous dit « Ne pas rester sans rien faire devant ce déferlement d'images, le discours contre la famille, contre l'enfant, mais faire le bien que l'on doit faire, combattre, s'exprimer, envoyer des courriers, téléphoner pour dénoncer ces campagnes, ne jamais s'habituer. » Alors, non, cette question qui passait à la trappe, elle est extrêmement importante. Parce que c'est le même auditeur de tout à l'heure. J'ai dit fresque ou frasque.
Et ils disent fresque, j'ai été victime de l'intelligence très artificielle du correcteur, d'intelligence artificieuse. Mais il y a effectivement des cérémonies qui sont manifestement sataniques avec des danses frénétiques qui évoquent des états de transe, donc des frasques. Et voilà, merci cher auditeur. Oui, j'étais étonné que vous ayez commis cette faute parce que ça me disait, lui, il est toujours très avisé. Il a dû faire un petit lapsus par écrit. Voilà. Alors, un auditeur nous dit bonsoir. Le dossier Epstein est révélateur sur notre superclasse occidentale dirigeante. Dans le livre de Xavier Hofer traitant ce dossier, nous apprenons que Ghislaine Maxwell a fait des conférences à l'ONU sur le réchauffement climatique pour faire oublier et redorer son blason de rabatteuse au profit de l'ogre sexuel, pédophile et escroc qui était son compagnon Epstein. Ce dossier mérite d'être analysé en profondeur pour comprendre le monde que nos pseudo-élites dégénérées veulent construire et nous imposer. Non, mais oui. Alors, ouais, j'ai une petite... je suis en train d'essayer de développer une analyse justement entre la pédocriminalité et le climat, en fait. C'est assez intéressant parce que ça vient de l'anthropologie structurale. Et ce que nous rappelle très bien Françoise Héritier, donc, qui a été la successrice de Claude Lévi-Strauss, donc au Collège de France sur la chaire d'anthropologie structurale, nous dit que dans les sociétés primitives, il y a toujours en fait l'idée que la sexualité passe à travers les fluides. Donc c'est des fluides qui vont symboliser la sexualité, et qu'en fait tout dérèglement en fait de la sexualité en tant que dérèglement fluide en fait peut entraîner un dérèglement climatique. C'est-à-dire, et en fait quand vous regardez l'épidémiologie, la climatologie et du coup la sexualité vue par François Héritier, c'est des questions de fluides. C'est-à-dire que l'épidémiologie, c'est les fluides qui sont corrompus, qui sont viciés, qui vont donc transmettre les virus. On peut penser au choléra, mais également ce qu'on nous a dit sur le Covid, c'est-à-dire on nous a dit que le réchauffement climatique était à l'origine de la transmission du coronavirus. Oui, et en fait, c'est une théorie qui a été lancée. Tout à fait. Et l'idée est assez simple, c'est que plus vous allez commettre de crimes donc sexuels contre les enfants via la pédocriminalité, donc Epstein, via effectivement les standards de l'OMS sur l'éducation sexuelle à l'école, plus vous allez vouloir vous rattraper en mettant des interdits sur le climat et l'épidémiologie, parce qu'il faut contrôler quelque part les fluides. Et en fait, c'est cette idée très forte que défend François Héritier, qui est qu'en fait, les structures mentales se construisent sur ce qu'on a à voir, et donc en fait, on est en correspondance, l'homme est en correspondance avec ce qui l'entoure. Et si effectivement la sexualité est représentée, est intégrée de manière plus ou moins inconsciente mais réelle par l'idée de transfert fluide quelque part, eh bien tout crime sexuel qui va être un crime fluide va avoir des conséquences sur le climat et sur les épidémies. Et quand vous regardez typiquement, c'est le mythe d'Édipe. Édipe, ça commence comment? La peste arrive à Thèbes. Pourquoi? Parce qu'un crime a été commis, et ce crime, c'est celui de l'inceste, en fait. Et donc, en fait, je suis pas surpris qu'il y ait comme ça un lien qui soit fait. Et l'OMS, c'est marrant, l'OMS, c'est le climat, l'épidémiologie et la sexualité. Et en fait, ce qui tient tout ça ensemble, quelque part, c'est cette conception fluide, en fait. Et le contrôle des populations aussi. Oui, tout à fait. Et le contrôle des populations, oui, ça c'est... encore une question. Oui, un auditeur nous dit, Monsieur Tournafond, pouvez-vous répéter, s'il vous plaît, l'enchaînement de la révolution au féminisme et la suite? C'est bien vu et très important. Merci. Alors attention, l'enchaînement, alors là, j'avoue que je ne comprends pas très bien la question. L'enchaînement de la révolution au féminisme... Ah voilà, bon. Alors, c'est pas moi qui ai eu cette idée, c'est Jean-Louis Harwell. Jean-Louis Harwell dit nous partons à partir du christianisme d'un bouleversement du monde complet. Et à ce moment-là, des hérésies apparaissent, notamment la gnose et le millénarisme. Pendant très longtemps, ces hérésies sont contenues parce que la société est stable. Les princes, comme l'Église, empêchent le développement de ces folies collectives. Alors il y a bien les Illuminati, il y a bien les je sais pas que de Coblence là, je sais plus comment on les appelait, les anabaptistes. Mais généralement, ça n'aboutit à rien parce que le bon sens prédomine. Mais à la faveur de la révolution industrielle, des découvertes scientifiques, la société se trouve déstabilisée et ces hérésies commencent à devenir des idéologies. Alors, c'est d'abord l'idéologie du peuple souverain, qui est une absurdité totale à mes yeux, parce que le peuple n'a jamais la capacité de gouverner lui-même, et d'ailleurs le peuple est toujours divisé. Bon, la prétendue volonté générale qui n'a jamais existé. Et puis le démocratisme, alors arrive avec Lamennais au XIXe siècle, avec l'idée qu'il faut que tous les citoyens participent à la vie collective, donc le démocratisme, puis ensuite le socialisme, le communisme, et puis nous arrivons au XXe siècle au tiers-mondisme,
l'humanisme, et puis le droit de l'homisme, dont vous parlez longuement, qui est sur les pulsions de la personne doivent avoir force de loi, et puis les cercles concentriques continuent, l'écologisme, il faut sauver la planète parce que l'homme est méchant et la planète va disparaître, et puis l'antispécisme, le féminisme, ce sont les cercles concentriques qui viennent d'une impulsion initiale, qui est elle-même consécutive à l'éruption du christianisme, excusez-moi. Le christianisme est un véritable bouleversement dans le monde antique. Il provoque une déstabilisation des structures et il a en quelque sorte un négatif qui sont ces hérésies. Et ce sont ces négatifs qui aujourd'hui nous polluent complètement et essayent de détruire la civilisation. Voilà, c'est l'idée d'Harwell, c'est très curieux. Nous sommes là aux limites de la métaphysique. Hein. On ne sait pas pourquoi tout ça se développe comme ça. On ne sait pas ce qui se passe. En réalité, on ne sait pas ce qui se passe dans l'univers. On a fait une émission très intéressante avec Bolloré et Bonacier sur Dieu, la science, les preuves. C'est un mystère absolu. Pourquoi est-ce qu'il y a la vie sur Terre et pas ailleurs? La vie existe probablement aux confins de l'univers, mais les conditions à remplir pour qu'elle existe sont extrêmement rares. Donc il se passe quelque chose sur Terre qui est un véritable laboratoire. Qui a mis ça en place? Pourquoi le Big Bang? Pourquoi ces forces? On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, un philosophe avait dit, entre l'absurde et le mystère, j'ai choisi le mystère. Et ça nous ramène au christianisme. N'est-ce pas, Alain? Je crois qu'on est bien d'accord. Absolument, absolument. Alors, nous ne sommes que de misérables créatures qui devons nous incliner devant le mystère. Mais parce qu'il ne faut pas quand même oublier que Dieu est un être incréé pour qui le temps et l'espace ne comptent pas. Alors là, on dit très peu de choses. Hein. Les féministes pourront raconter tout ce qu'elles voudront. Elles font pas le poids, franchement. Et la nature même est soumise à Dieu, c'est-à-dire que l'univers physique, il est créé par le Big Bang. Donc si on estime que l'univers est d'une puissance incommensurable par rapport à l'homme et que Dieu est d'une puissance incommensurable par rapport à l'univers, bon, ça nous conduit quand même à être assez modestes sur cette terre. Merci de votre attention. Merci. Vous venez d'entendre le libre journal du droit et des libertés dirigé par Olivier Tournafont, assisté de Bérénice, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 9 janvier 2024 de 18h à 21h et réalisé par Aline. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.